Attention, cet épisode parle de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Quand vous regardez un Picasso, vous vous dites peut-être « Oula, je comprends pas ce que je regarde ». Peu importe qu'on vous ait expliqué que c'est une recherche esthétique sur la forme. Mais je vais vous raconter ce que vous voyez vraiment. Picasso a été proclamé génie et ce statut lui a donné l'impunité la plus totale pour être une grosse merde humaine et faire les pires horreurs du monde, détruire absolument tout son entourage, et c'est ça qu'on voit dans la plupart de ses tableaux. Au début de sa carrière, Picasso partage à Paris un tout petit appartement avec le poète Max Jacob. Ce dernier est fou amoureux de lui, même s'ils n'ont pas de relation, et fait des boulots alimentaires pour pouvoir entretenir Picasso, qui comme ça n'a qu'à s'occuper de son art, alors que Jacob aussi est un artiste en devenir. Une relation toxique qui dure plus de 40 ans. Par contre, lorsqu'en 44, Jacob est déporté, alors que Picasso a l'opportunité d'aller le chercher, à la place il a juste dit « Oh, il partira bien tout seul par la fenêtre ». Et il l'a laissé crever. Non, Picasso n'a pas d'amis, juste des admirateurs qu'il tèche quand ils ne lui servent plus à rien. Paul Éluard était tellement fan de lui qu'il lui a prêté sa femme pendant des années et qu'il a fini sa vie avec 2 meufs pour faire comme Picasso. Et oui, Picasso c'est le mâle alpha ultime, le dominateur viril et misogyne évidemment. Pour moi, il y a 2 types de femmes, les déesses et les paillassons. Il a dit ne peindre que des femmes avec qui il a des relations sexuelles et ses compagnes ont marqué les différentes périodes de sa création. Donc pour comprendre son œuvre, on est obligé de parler de sa vie. Une de ses premières compagnes, c'est Fernande Olivier, une modèle très belle qui pose pour des artistes. Mais comme Picasso est super jaloux, il lui interdit d'exercer son métier, il l'enferme à clé toute la journée et il exige d'elle qu'elle l'attende au lit. Sa première épouse, c'est la danseuse Olga Koklova qu'il a rencontrée en 1916, qui a arrêté son travail à leur mariage, a mis au monde leur enfant Paolo et a fini en dépression suite à leur relation. À cette époque, Picasso a peint plein de tableaux de mère à l'enfant correspondant à un archétype idéalisé, sans doute assez loin de la réalité de leur foyer. Très vite, ça méga marche pour Picasso qui devient un des premiers artistes du XXe siècle, mondialement connu et multimillionnaire, qui provoque des attroupements là où il passe, qui signe des autographes, sur qui on fait des films, etc. Une carrière qui lui confère une aura, donc de l'emprise, et la plus tranquille des impunités. En 1926, il a 45 ans, dans la rue, il tombe sur Marie-Thérèse Walter qui en a 17. Il lui attrape le bras et il lui dit « J'ai envie de faire votre portrait, nous allons faire de grandes choses ensemble. » Un artiste super célèbre face à une enfant, pas difficile d'avoir l'ascendant psychologique. Picasso va en faire son modèle et sa maîtresse. Même si c'est mal, même si tu crois que c'est mal, même si ça fait mal, c'est de l'amour le plus pur. Ouais, Marie-Thérèse Walter a raconté qu'avant chaque séance de travail, Picasso la violait. Donc oui, on parle de pédocriminalité, et il l'a peinte des tonnes de fois et l'a gardée sous son emprise presque toute sa vie. C'est à cette période que Picasso crée un personnage central dans son art, le Minotaure, qui est en fait son alter ego sauvage et violent, allégorie de sa pleine puissance sexuelle, qu'on voit régulièrement en train de commettre des viols, et où parfois la victime est Walter ou les compagnes suivantes. Sauf que dans la mythologie, le Minotaure ce n'est pas du tout un violeur, il a rien à voir avec la sexualité, c'est donc pas du mythe dont parle Picasso, mais bien de lui-même. By the way, Picasso il a fait une 50aine d'œuvres qui s'appellent le viol, donc oui, il y avait quand même une petite obsession. Quand Picasso a 55 ans et qu'il vient d'avoir un bébé avec Walter, il en a marre de ce paillasson, alors hop, il se trouve une nouvelle meuf, Dora Maar. C'est une méga talentueuse photographe, elle a que 28 ans, elle a son propre studio photo, elle est indépendante financièrement et reconnue pour son taf. De plus, elle est super engagée et c'est elle qui va le pousser à faire une de ses œuvres les plus importantes de sa carrière, Guernica. En 1937, la ville basque de Guernica est bombardée par les nazis et les fascistes. C'est Dora Maar qui capte tout de suite la portée symbolique de l'événement et qui incite Picasso à le peindre. Et il en fait la seule à avoir le droit de rentrer dans son atelier pour documenter le processus de création. Cette œuvre a fait passer Picasso pour un grand résistant qui a lutté pour la liberté, alors qu'en fait le type, il a rien fait du tout. Il était comme quasiment tous les Français, donc ni collabo, ni résistant, et en plus pété thune, donc il pouvait s'approvisionner tranquilles au marché noir. Bref, Picasso, ce qui l'intéresse, c'est pas les autres, c'est que sa petite gueule, même s'il fait semblant d'avoir des pseudos engagements. Et donc il a donné à Maar énormément d'importance et de place dans le travail et dans la vie, pour ensuite tout lui retirer petit à petit. Il la remplace comme photographe officielle, il lui fait arrêter la photo pour qu'elle se mette à la peinture, ce qu'elle fait évidemment moins bien, donc elle perd son travail, son talent, sa reconnaissance, ses sources de revenus, et en prime, il se met à la frapper, parfois jusqu'à la perte de connaissance. En 1937, il a fait 53 œuvres qui s'appellent La femme qui pleure, dont le modèle est Dora Maar. Du coup, Maar se met à faire des crises de colère, et comme il la trouve incontrôlable, il l'envoie chez Lacan, le célèbre psychanalyste, qui l'interne pendant 3 semaines et lui fait faire des électrochocs. Elle finit isolée et totalement recluse dans la religion et elle n'a plus jamais fait de photos. Pendant ce temps, next DS pour Picasso, il rencontre une autre artiste, Françoise Gillot. Il a 62 ans, elle en a 21 et elle est considérée comme un des meilleurs espoirs de sa génération. Elle veut se consacrer à sa carrière mais Picasso lui met la pression. Résultat, elle se retrouve avec 2 enfants en bas âge à s'occuper et à pourvoir à tous les besoins de la maison pour que Monsieur Picasso puisse peindre toute la journée et coller à son image de grand prodige dévoué corps et âme à son art. Elle, tous les matins, au lever, entre 7h et midi, en plus de tout ce qu'elle a à faire, elle doit lui dire à quel point il est génial et talentueux, sinon
sinon il se lève pas. Par contre, lorsque leur médecin a dit à Françoise Gillot qu'elle devait être hospitalisée d'urgence pour des complications de grossesse, Picasso a refusé que son chauffeur l'amène à la clinique parce que bon, il avait des trucs à faire, et après des heures de négo, elle a quand même fini par céder et elle a accouché le soir même. Pour relâcher la pression, Gillot pleure régulièrement, et un jour, alors que c'est une crise plus forte que les autres, Picasso la regarde sans rien dire, puis il commence à faire son portrait et lui dit « Votre figure est merveilleuse aujourd'hui. » Mais Gillot réussit à s'en sortir et à le quitter en 53. Picasso, qui n'a pas l'habitude qu'une femme le rejette, pète un câble, même si il la trompe depuis un moment avec sa prochaine femme, et il s'applique à la blacklister, elle et son nouveau mec, partout dans le milieu de l'art français, à tel point qu'ils sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour faire carrière. Mais donc, next pour Picassos, Jacqueline Roch. Elle a 28 ans, lui 72, et elle devient sa femme pour les 20 dernières années de sa vie. Elle a une mauvaise image, une image de tyran, parce qu'elle a interdit à Picasso de voir ses enfants, mais bon, lui, il a rien fait non plus pour les voir, et c'était bien pratique de lui laisser endosser le rôle de la méchante. Picasso est mort en 1973 à 91 ans, en laissant derrière lui une énorme fortune. Et pour être sûr que tout le monde continue de souffrir et de se déchirer, il a expressément pas fait de testament. Quand je mourrai, ce sera un naufrage. Quand un grand navire sombre, bien des gens alentours sont aspirés par le tourbillon. Ce sera pire que ce qu'on imagine. Le matin de son enterrement, son petit-fils a essayé de se suicider en buvant une bouteille de Javel, et il en est décédé 3 mois après dans d'atroces souffrances. 2 ans plus tard, le premier fils de Picasso est mort d'une cirrhose, atteint d'alcoolisme et de dépression. En 77, alors que la succession vient d'être établie à l'équivalent de 700 millions d'euros d'aujourd'hui, Marie-Thérèse Walter s'est pendue. En 86, après avoir terminé l'organisation d'une exposition Picasso, Jacqueline Roch s'est tiré une balle. Voilà. Donc quand vous regardez un Picasso, ce que vous voyez en fait, bien souvent c'est des images de femmes battues, violées et d'enfants traumatisés que les collectionneurs s'arrachent à une fortune, comme ce portrait de Marie-Thérèse Walter qui s'est vendu plus de 106 millions de dollars en 2010. Alors attention, il n'est pas question de dire qu'il faut plus exposer Picasso ni en parler, au contraire c'est une partie très importante de l'histoire de l'art. Simplement que c'est impossible de séparer l'homme de l'artiste, précisément parce que c'est sa vie de vampire qui fait son œuvre et qu'on peut pas la saisir pleinement si on occulte ses aspects. Par contre, c'est l'occasion de se demander comment la société fabrique des génies et leur permet une totale impunité. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'inquiéter de pas ternir leur réputation plutôt que de questionner leur humanité. La personne qui a dit ça et qui a fait une parfaite démonstration des rouages de l'impunité des génies, c'est Julie Bozak, la créatrice du podcast d'histoire de l'art Vénus s'épilait-elle la chatte, dans l'épisode de plus d'1 heure qu'elle a consacré à Picasso et qui est ma source pour cette vidéo, et qui est juste une pépite qui a résonné très fort en moi. Il faut à tout prix que vous alliez écouter ça pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la fabrique des monstres et de leur omnipotence. C'est hyper bien expliqué et documenté, vous pourrez même entendre des interviews précieuses, et je vous invite aussi à consulter son site et sa page Instagram pour voir encore plus d'œuvres illustrant le propos. Ouais, parce que moi je vous ai juste fait un mini teaser de la sombre merde qui était Picasso, vraiment il y a encore plus de choses à dire, et c'est très très bien expliqué, donc vraiment bravo à elle. Alors foncez découvrir ça, et les autres épisodes du podcast d'ailleurs, qui est tout simplement brillant. N'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Et si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait du bien de voir grandir la chaîne, ça récompense notre travail. Et si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez aussi faire des dons sur Utip ou via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, et je donne en avant-première le lien des épisodes à toutes les personnes qui ont fait un don. Allez, moi je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode, bisous.